Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons une fois encore retrouver Ilios Kotsou. Ilios Kotsou, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, docteur en psychologie et vous avez participé à la rédaction de ce livre qui vient de sortir, Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature, aux éditions L'Iconoclaste. Alors Ilios, première question, qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité vous entourer de tous ces gens pour écrire ce livre? On pourrait dire déjà que le thème, si on pense à ce thème, prendre soin de la vie, ce n'est pas une nouvelle lubie, mais on pourrait dire que c'est quelque chose qui est vraiment impératif aujourd'hui. Quand on regarde l'état de la planète, de la biosphère, je crois que les rapports scientifiques ne cessent de s'empiler pour nous dire à quel point la Terre est dans un état parfois un peu difficile, les écosystèmes. Quand on regarde l'état de nos sociétés au niveau social, le nombre de personnes qui sont pauvres, le nombre de personnes qui sont en... Voilà, les inégalités sociales qui ne cessent de se creuser. Et puis quand on regarde l'état émotionnel, l'OMS qui nous dit qu'à l'horizon 2020, les problèmes émotionnels d'anxiété, de dépression seront la première cause d'invalidité dans le monde. On se dit que prendre soin de la vie, ça semble être un impératif. Et en même temps, ça rejoignait quelque part une trilogie de livres qu'on avait écrits ensemble et qui était, ça avait commencé par Se changer, changer le monde, qui abordait l'idée que le travail intérieur, c'est prendre soin de cette vie intérieure, et le travail vers l'extérieur, changer le monde, étaient deux choses qui se renforçaient l'une l'autre. Mais on avait centré ce livre-là d'abord sur le travail intérieur, avec notamment Mathieu Ricard, Christophe André, Pierre Rabhi. Et puis on avait été dans transmettre, qui était comment on peut transmettre tout ça, comment cette transmission, cet échange entre donner et recevoir, permettre de nourrir cette attitude. Et c'était une évidence de terminer en allant plus vers l'environnement, et donc vers la planète, d'en prendre soin de la vie. Puis notre idée aussi était, parfois dans ce monde qui est assez alarmiste, le message du livre n'est pas tellement arrêter de détruire, parce qu'on le dit déjà assez, mais c'est comment est-ce qu'on peut aller vers ce qu'on pourrait appeler une culture régénérative. Comment est-ce qu'on peut régénérer nos écosystèmes, l'écosystème intérieur, cette écologie intérieure, l'écosystème relationnel, ce qui nous relie les uns aux autres, et puis évidemment notre maison commune, la planète. Alors on va peut-être d'abord commencer par notre écosystème personnel. C'est bien parce qu'on dit prendre soin de soi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Alors, prendre soin de soi, bien sûr, je vais vous répondre ce que ça veut dire, mais on pourrait aussi revenir un tout petit peu en arrière en se disant, il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire de l'humanité où on se dit que, plus loin que prendre soin de soi, notre vie à tous était menacée. Et une des premières époques était peut-être l'époque de la guerre froide, où parce que quelqu'un aurait pu appuyer sur un bouton rouge, l'ensemble de l'humanité pouvait disparaître. Pas seulement l'humanité, la Terre peut-être aurait pu disparaître. Mais là, il y avait vraiment quelque chose de très ponctuel. Aujourd'hui, la menace est un peu différente. Ce qu'on se dit, c'est que, dû à des problèmes systémiques beaucoup plus compliqués, peut-être que là aussi, nous sommes menacés. Et donc, que pouvons-nous faire? Et venir à ça, le premier point qui était prendre soin de soi, le point d'entrée pour nous, c'était, quand on regarde la manière dont nous traitons parfois les autres, ou la planète de manière très très dure en fait, et exigeante, est-ce que ce n'est pas le reflet d'une certaine manière, de la manière dont nous, les femmes et les hommes, nous nous traitons parfois nous-mêmes, avec une très grande dureté, une exigence, et ainsi de suite. Et peut-être que, avant d'aller voir ce qu'on peut faire aux autres, pour les autres, pour l'environnement, on pourrait aller regarder ce qui se passe en nous, puisque nous sommes liés au reste, nous sommes comme des microcosmes en lien avec le macrocosme. Tout ce qui se passe en nous est en lien avec ce qui se passe avec les autres. C'est pas vous que je dois le dire, je crois. Notre vie intérieure, on pourrait dire d'une certaine manière que notre manière d'être au monde est le reflet de notre vie intérieure. Et donc commençons déjà par là, par notre manière d'être en lien avec nous-mêmes. Une manière très simple de le voir aussi, c'est si vous avez déjà pris l'avion, alors maintenant de moins en moins de personnes prennent l'avion peut-être, mais vous asseyez dans cet avion, et puis il y a ce steward ou cette hôtesse qui tout à coup vous donne ces quelques consignes de sécurité. Et elle vous dit, si par malheur, je ne le souhaite pas, il y avait une dépressurisation de la cabine, et que le masque à oxygène venait à tomber devant vous, si vous avez un peu d'intérêt pour l'enfant, le conjoint ou l'ami à côté de vous, surtout ne tentez pas de mettre le masque à oxygène sur le visage de l'autre. Parce que très vite, vous risquez de perdre connaissance, de perdre vos moyens, et vous ne serez plus bon pour prendre soin de personne. Mettez d'abord le masque à oxygène sur votre propre visage, prenez soin de vous, et puis une fois que vous avez pris soin de vous, vous pourrez prendre soin de l'autre. C'est vrai que cette question de soin de soi, on pourrait même y mettre un préalable, qui serait la connaissance de soi. Quand on parle d'écologie, c'est un joli mot, hein, si on regarde les racines étymologiques grecques de ce mot, oikos, c'est la maison, et logos, on pourrait dire la science de la maison. Et donc, on pourrait dire l'écologie commence par une écologie intérieure, la science de la maison intérieure. Est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes? Est-ce que nous connaissons notre propre esprit? Si je ne connais pas ma propre maison intérieure, comment est-ce que je peux avoir une maison qui est belle, qui est accueillante,
à partir de laquelle je peux inviter d'autres personnes et je peux prendre soin du reste. Et donc, cette démarche de connaissance de soi est peut-être un préalable au fait de prendre soin de soi. Donc, ça nous semblait vraiment être une première évidence. Et en partant de cette idée où nous nous maltraitons nous-mêmes, ça aurait été alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment est-ce qu'on peut rentrer en relation avec nous-mêmes de manière plus douce, plus compassionnée, et qui n'est pas une manière d'être, de laisser aller au fond. C'est vraiment une manière d'être lucide, mais en se disant nous sommes des femmes et des hommes avec une grande sensibilité, avec une grande vulnérabilité, avec une grande fragilité, et confrontés à des situations de vie, à du changement. Le changement est difficile, non? En tout cas, personnellement, quand les choses vont bien dans ma vie, j'aimerais tant que ça ne change pas. Puis quand les choses ne sont pas tellement agréables, j'aimerais tant que ça change plus vite. Et donc il y a toutes ces tensions intérieures qui apparaissent de ma nature d'être vulnérable et fragile. Et plutôt que de lutter contre ça, si je pouvais juste reconnaître ça, quelque part faire de l'espace en moi, est-ce que ce n'est pas ça l'invitation de la spiritualité? Faire de l'espace ou reconnaître l'espace en nous et parfois laisser agir toute cette vie émotionnelle en nous. Une écologie, ce serait se dire aussi, cette diversité d'émotions qui vit en nous, elle est importante. Est-ce que finalement, pour pouvoir bien vivre cette prise de soin de soi, quelque part la bienveillance est fondamentale? Oui, être bienveilleur par rapport à soi, ou bienveiller, je ne sais pas comment il faut le dire. Et c'est un joli mot, non? Oui. Veiller, donc dans ce mot de veiller, il y a une forme d'attention. Ça veut dire, plutôt que d'être complètement pris par l'extérieur, ce monde de la consommation, et toujours penser que tout est à l'extérieur, est-ce que je pourrais commencer à bien veiller sur l'expérience intérieure? Et donc veiller avec une attitude, on va dire, amicale. Est-ce que je pourrais devenir quelque part mon meilleur ami, ma meilleure amie, et veiller de manière, prendre soin un peu de cette petite plante intérieure? Alors, il n'y a pas un risque là, quand on parle, comme vous dites, voilà, prendre soin de soi, etc., de devenir un peu nombriliste finalement? Est-ce qu'il n'y a pas... Comment faire justement pour à la fois vivre cette bienveillance et cette compassion vis-à-vis de soi-même, sans pour autant devenir nombriliste? C'est quelque chose d'important. En même temps, il y a un aspect pragmatique au fait de prendre soin de soi. Imaginons qu'on soit ambulancier, ambulancière, qu'on arrive sur une situation d'accident. Si on est complètement bouleversé, mais uniquement dépassé par ses émotions, on pourrait arriver là et s'asseoir par terre en disant « mais quelle catastrophe, mais quel malheur, que les êtres humains sont des gens ignorants pour se retrouver là-dedans ». Ou on pourrait être dans une grande colère en se disant, on pourrait même aller jusqu'à frapper les gens qui sont déjà par terre blessés en leur disant « mais imbécile, vous auriez dû faire attention ». Prendre soin de soi, cette bienveillance, c'est pouvoir avoir cette forme de stabilité qui fait qu'on arrive sur le lieu de la catastrophe, on est touché, mais on agit du mieux que l'on peut. On n'est ni emporté par notre propre détresse, ni complètement fâché sur ce que les autres ont fait qui ne serait pas convenable, mais on agit de manière juste. Alors, le nombrilisme, pour moi, il n'est pas tellement dans le fait de prendre soin de sa vie intérieure, il serait plutôt le fait d'être obsédé par le sens du petit moi en rapport avec les autres. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais dans cette idée de moi par rapport aux autres, à quoi est-ce que je ressemble, où est la place de mon ego, qu'est-ce que les autres pensent de moi, et ainsi de suite. Et quand je suis obsédé par l'image de moi, que je pense être le meilleur ou la meilleure, ou que je pense être la personne qui mérite le moins, c'est toujours le petit moi qui est le centre d'expérience. Et là, je suis bien d'accord, c'est le risque du nombrilisme. Mais il n'est pas entretenu, je pense, par la connaissance de soi. Il est justement entretenu par la méconnaissance de soi. Je suis obsédé par quelque chose parce que je ne sais pas qui je suis. Par contre, si je prends le temps de découvrir qu'il y a en chacun d'entre nous une forme de présence, un espace, une ouverture, dans ce cas-là, cette connaissance de soi, prendre soin de cette vie intérieure, nous ouvre aux autres. Cela étant dit, il y a peut-être des phases à ça. Peut-être dans un premier temps, le temps de prendre soin de soi va nous couper un tout petit peu de l'environnement, parce qu'on est tellement blessé, on se connaît si peu. Mais une fois qu'on a pris soin de soi, la question du soi, en fait, devient beaucoup moins pertinente. C'est comme la confiance, en fait. La confiance en soi nous obsède quand on n'a pas confiance en nous-mêmes. Lorsque la confiance est installée, on a retrouvé la confiance, cette question n'est plus tellement importante. On peut se tourner alors, on peut être ouvert à l'autre, être ouvert aux autres. Ilyes Coutzou, merci beaucoup. Je rappelle donc ce livre, Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature. Et nous aurons dans une autre émission l'occasion de poursuivre notre rencontre. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.